Mr. Kim. I hate dust more than anything. I will clean up again. You don't have to clean up now. Why don't you dump this first? But that's formaldehyde. Formaldehyde, to be precise. To be even more precise, dirty formaldehyde. Every bottle is coated with layers of dust. Pour them into the sink. Excuse me? Just empty every bottle to the very last drop. It's just, these are toxic chemicals, and the regulations state that. Pour them right down the drain, Mr. Kim. If I pour them in the drain, they'll run into the Han River. That's right. Let's just dump them in the Han River. But this isn't just any old toxic chemical, so you have to... The Han River is very broad, Mr. Kim. Let's try to be broad-minded about this. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans L'Intendant Godard, saison 11, épisode 38. Le cinéma de Bong Joon-ho est énervé et son dernier film, Palme d'Or imprévu, en est un exemple flagrant. Et si la révolution La Belle ne se joue pas dans les ruelles, dans son cinéma et ne se joue pas grâce au pavé, il n'en reste pas moins que son cinéma énonce que le vieux monde et ses séquelles, il faut les balancer. Nous devons être cruels, morts aux uniformes et aux curés. Et oui, vous êtes bien dans L'Intendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez probablement compris, aujourd'hui, nous allons parler exclusivement du cinéma de Bong Joon-ho à l'aune de la sortie de son nouveau long métrage Parasite, donc Palme d'Or du dernier festival de Cannes il y a un mois. Donc, nous allons revenir sur la riche mais petite filmographie de Bong Joon-ho, cinéaste majeur de l'ère contemporaine, cinéaste sud-coréen. Et donc, pour parler de ce jeu programme, bien évidemment, autour de cette table, il y a la fine fleur de la critique réno-rennaise. Il y a le Dr Erwan. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Ah, votre micro est cassé. Bonsoir. Bonsoir. Il y a Carrément Fleuret. Bonsoir, Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a Carla. Bonsoir, Carla. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et donc à la mise en son de cette émission, il y a un homme pas trop au taquet ce soir, parce qu'il oublie d'allumer les micros, c'est Gal. Bonsoir Gal. Bonsoir, heureusement que je sors d'une formation de son. Oui, effectivement, ça valait le coup, merci mon cher. Donc avant de parler de Bong Joon-ho, très rapide agenda, parce qu'il se passe pas grand chose. Je rappelle juste que le 30 juin prochain a lieu à l'Arvor la projection de L'Homme de Rio de Philippe de Broca, et nous ferons une émission spéciale consacrée au film et au cinéma de Philippe de Broca dans 2 semaines, donc le mardi 25 juin, donc film absolument formidable que vous allez aller voir ou revoir avec un grand plaisir. Et sinon, pour les sorties nationales, très peu de choses. Il y a le nouveau film de Bertrand Bonello qui était d'ailleurs en sélection officielle de Cannes. Il y a Zombie Child, donc un film sur le vaudou.
à voir. Moi, j'ai un peu lâché l'affaire avec Bonello, donc je suis moyen enthousiaste. Et sinon, il y a le nouveau long métrage de Neil Jordan avec Isabelle Huppert, Greta. Il tourne toujours, Neil Il Jordan. tourne toujours Neil Jordan, mais à part qu'il a pas tourné. Mais là, moi, le dernier film que j'ai vu de lui, c'était Ondine en 2009 avec Colin Farrell. Donc ça fait 10 ans. Quoi. Après, je pense qu'il a fait d'autres trucs, mais j'ai pas il a fait un Vigilante avec Jodie Foster. Avif. Oui, qui est pas tout mal. Avif, c'est vrai que c'était C'est pas mal. lui qui a fait ça. Ouais. D'accord. Mais donc voilà, à voir ou pas. Cinéaste curieux, hein, Ouais, Jordan, cinéaste, avec des trucs moins bien, des trucs moyennement bien et des trucs parfois vachement Super, bien. vraiment super bien. Ouais. Ça, apparemment, c'est plutôt dans sa moyenne basse, on va dire. Ouais, d'après d'accord, les ok. premiers retours Ouais. avec Isabelle Huppert qui hyperise à pleine balle en jouant une dame vénéneuse et bizarre qui fait des trucs chelous aux jeunes filles. Isabelle Huppert, quoi. Isabelle Huppert, normal. Toute sa quoi. carrière Ouais, est Isabelle basée Huppert. là-dessus. Donc voilà, il se passe rien d'autre, mon cher, je sais pas. mon cher Floret, dans le monde du cinéma à Rennes. Si le 20 juin à l'Arvor, on passe le château ambulant de Miyazaki. Avec, c'est cool, ça. Avec Japani. Voilà, exactement. Une séance Ça qui vous dit probablement sera encore surblindée de monde. C'est ça. Donc voilà, réservé. Prenez-vous-y à l'avance. Donc le 20 juin. Donc on va passer à la section critique de cette émission avec le cinéma de Bong Joon-ho, donc cinéaste sud-coréen qui, comme certains de ses petits camarades de jeu, notamment Park Chan-wook dont il est proche et Kim Ji-woon, a été révélé au début des années 2000 avec son premier long métrage, donc Barking Dog, qui est comme beaucoup d'autres à l'époque une genre de comédie sociale en fait dans les petits bas-fonds. Il avait fait aussi un court-métrage à sketch dont je suis en train d'oublier le titre, qui est sur la bêtise de ses contemporains, de ses contemporains coréens. C'est vrai qu'il a pas mal œuvré dans le court-métrage, parce qu'il en a fait plusieurs, notamment dans le scénario aussi. Voilà, il en a notamment fait un aussi en 2008, un film à sketch qui s'appelait Tokyo, dont un des sketchs était réalisé par Léos Carax et l'autre par Michel Gondry, et lui il s'occupait donc du troisième segment qui s'appelait Shaking Tokyo. Donc c'était en 2 minutes, c'est vrai que c'est une forme vers laquelle il revient de temps en temps parce que c'est là-dedans qu'il a fait ses premières armes. Et donc je disais, il est assez proche de Park Chan-wook puisque c'est vrai que les deux sont copains, ils ont parfois bossé sur les mêmes productions, ils se conseillent pas mal sur les films qu'ils font l'un l'autre. Et Park Chan-wook, c'est la grande figure quand même du nouveau cinéma sud-coréen qui a apparu à la fin des années 90, début des années 2000. Avec GSA, tout ça, et qui après a explosé en 2003 avec All Boy. Il avait fait un peu figure de parrain, parce que c'est celui qui a connu le premier des grands succès commerciaux en Corée du Sud, et après à l'étranger, et notamment au Festival de Cannes, quand All Boy avait été présenté, je crois que c'était en 2004. En 2003, quand Quentin Tarantino était président du jury. Prix de la mise en scène, non, All Boy ? Oui, exactement. L'année où Fahrenheit 9/11 de Michel Moore avait gagné la Palme d'Or. Et donc, dans son sillage, un petit peu, il y a donc toute une nouvelle nuée de jeunes cinéastes sud-coréens, on va dire, qui ont des ambitions de films de genre, en tout cas de films assez spectaculaires. On va dire, comme à l'opposé d'un cinéaste comme Hong Sang-soo, qui n'œuvre pas du tout dans la même économie, mais eux, ils vont œuvrer... Sauf pour la bouffe. Voilà, mais on va dire, ils vont œuvrer quand même dans un genre de cinéma plus directement spectaculaire, ou certains diraient vulgairement un style commercial, ce qui est assez tendancieux comme appellation. Est-ce qu'on peut préciser que tout ce monde-là vient un peu, enfin c'est une génération un peu spontanée en fait qui vient de l'université, enfin de l'école de Sinoche de Séoul en fait, qui a été fondée au moment du retour dans la démocratie dans les années 80 en fait, et la première grosse génération qui sort en fait de cette université, c'est la génération de Bong Joon-ho, c'est la génération de Park Chan-wook en fait. Et donc la révélation du cinéma sud-coréen qui était assez peu absent quand même qui était assez absent des écrans occidentaux, à part 2-3 cinéastes avant les années 2000, avant la fin des années 90, on va dire, c'est lié aussi au fait que l'État coréen a beaucoup misé en fait sur son cinéma et sur le fait d'avoir une école de cinéma un peu sur le modèle de la FEMIS qui forme des cinéastes nationaux et des cinéastes nationaux qui sont tous de la même génération, donc tous hyper influencés par les États-Unis. D'ailleurs, tu parles de la FEMIS, le modèle économique du cinéma français et on va dire ses manières d'apprentissage vient quand même beaucoup de la France. L'État coréen s'en revendique sur la manière de gérer la culture, de financer aussi, et de financer la culture, justement, ça vient de là. Et donc tu le rappelais, à la fin des années 80, la Corée du Sud sort d'une période politique pour le moins troublée et qui a été beaucoup traitée dans son cinéma, on va dire dans les années 90 et surtout à partir des années 2000, que ce soit la politique
intérieure, on va dire, sur je vais pas dire le régime sanglant, mais on va dire légèrement répressif de la Corée du Sud, la dictature de les années 80, et aussi du coup les relations avec le pays voisin, mais pas trop copain, la Corée du Nord, ce qui a donné plusieurs films, notamment les premiers films de Park Chan-wook dessus. Et un cinéaste comme Bong Joon-ho s'inscrit totalement là-dedans. Donc dans son premier film qui est Barking Dog, que moi j'ai pas eu depuis vraiment longtemps. Qui est vachement bien. Mais du coup, je pourrais pas trop en parler, mais qui explose vraiment à partir de son deuxième long métrage en 2003, qui est Memories of Murder, qui est un polar sur un tueur en série qui tue des jeunes filles habillées en rouge dans la campagne de Corée, qui j'ai revu ce week-end et qui est toujours un film extrêmement impressionnant. On voit déjà les références de cinéma que mentionne Park Chan-wook, notamment du cinéma américain. Il y aurait l'influence de Fincher ou des grands cinéastes qui auraient traité la question du tueur en série, mais il ancre ça dans un véritable quotidien de la Corée du Sud et des véritables thématiques qui sont propres à la Corée du Sud et qui pourtant arrivera à se vendre à l'international d'une manière que je pense que lui-même ne pensait pas s'y attendre. Oui, je pense que oui, parce que comment dire, ce qui est assez intéressant, je pense, avec Bong, c'est un des trucs les plus intéressants avec Bong Joon-ho, c'est que c'est quelqu'un qui a une maîtrise complète des genres auxquels il s'attaque, mais comme Park Chan-wook d'ailleurs. C'est assez marrant de voir à quel point c'est des gens qui sont extrêmement cinéphiles et qui connaissent super bien leur cinéma américain. Ils font du polar, du fantastique, voilà, je crois un peu et super bien leur cinéma japonais, et super bien leur cinéma de Hong Kong. Enfin, c'est ça c'est leur grande chance, c'est justement d'être dans un pays hyper occidentalisé, mais dans une zone asiatique. Et très cinéphile. Et très cinéphile, très cinéphile. Alors pour les autres, je parlerai pas pour les autres, mais je pense que Naong Jin est un peu dans cette, qui est lui la deuxième génération, qui est un peu dans ce trip-là. Mais surtout Bong Joon-ho, enfin, on va en reparler en détail, je pense, mais pour moi, ce qui vraiment a été révélé par Memories of Murder, c'est sa capacité à tordre un genre, justement, quoi. C'est-à-dire à prendre une histoire de serial killer apparemment sur un genre hyper rebattu, très bateau, et à faire finalement l'anti-film de serial killer par excellence, qui devient un film social en même temps qu'il est un film de serial killer, mais sans jamais oublier le genre de base auquel il s'attaque. Ça, c'est intéressant aussi. C'est pas quelqu'un qui utilise le genre comme une excuse, on va dire, pour faire autre chose. C'est quelqu'un qui, quand il fait un film de serial killer, un film de monstre, un mélo, c'est quelqu'un qui respecte vraiment, les règles du mélo, mais qui a toujours cette espèce de dimension sociale derrière lui, qui dans Parasite, pour moi, explose. C'est vraiment le centre du sujet, quoi. C'est vrai que c'est impressionnant dans son cinéma, comme chez Park Chan-wook, mais je trouve que c'est encore plus prégnant chez lui, c'est le mélange des genres en fait, et les ruptures de ton qui sont perpétuelles dans son cinéma. C'est-à-dire qu'on passera des scènes justement extrêmement mélodramatiques et après directement à une scène ultra violente qui sera visuellement très forte, presque gore, et après on basculera dans l'humour ou bien inversement. Et c'est un concept d'ailleurs, c'est un concept qui est assez typiquement coréen, mais qui se retrouve, je pense, dans d'autres pays. Bah, notamment, je trouve que Parasite, moi je trouve que c'est un film qui me fait vachement penser à la comédie italienne des années 70, quoi. Et on retrouve un peu cette idée-là, quoi, cette idée effectivement, alors c'est un nom, j'ai pas le nom, j'ai pas révisé mes notes sur Bong Joon-ho, voilà, pour revenir, mais c'est un concept, c'est-à-dire cette capacité en une seconde de jouer avec les émotions du spectateur et de faire en sorte que le spectateur sait pas s'il doit rire ou être terrifié parce qu'il est ou triste parce qu'il est en train de regarder, et d'être dans une espèce on va dire de bento d'émotions, voilà, qui est effectivement pas si facile que ça à créer au cinéma, où généralement on a plutôt une émotion après l'autre plutôt que plusieurs émotions mélangées en fait ça se ressent beaucoup d'ailleurs dans Parasite, c'est exactement ce que tu dis. Il y a des gags à hurler de rire dans Parasite et qui ont toujours lieu dans des moments qui sont totalement dramatiques. Il y a beaucoup de hauts et de bas, de rebondissements comme ça. Je pense notamment à la figure du fantôme dans Parasite, qui apparaît à un moment comme clairement un fantôme qui nous rappellerait presque ultra terrifiant, les films d'horreur presque japonais, ou même les figures Kurosawa, de monstres fantômes vraiment au titre traditionnel, presque théâtraux, quoi. Voilà, c'est ça. Et en même temps, donc c'est terrifiant pour le gosse qui en fait des convulsions. Mais en même temps, c'est drôle, bien qu'il soit absolument terrifiant, le personnage. C'est drôle parce que nous, on sait qui est le fantôme, en fait. Enfin, on comprend. Et cette compréhension du fantôme, elle arrive avec alors, faut pas trop raconter ce qui se passe dans le film, mais il y a des trucs qui se passent, voilà. Et c'est vrai que les gags jouent aussi sur le fait que 10 minutes avant, il y avait quelque chose qu'on savait pas, et puis tout d'un coup, on le sait. Et du coup, comme on le sait, ça change notre optique sur ce qu'on voit, et comme ça change notre optique sur ce qu'on voit, ce qui n'aurait pas été drôle une demi-heure avant devient c'est pour ça que c'est drôle ou extrêmement tragique, difficile de parler de ce film sans spoiler. Et effectivement, donc je vais essayer de faire le plot de Parasite. Donc ça se passe à l'époque contemporaine, aujourd'hui, donc
en Corée du Sud, il y a une famille de gens pas très aisés, voire carrément pauvres. Des pauvres, qui vivent des salauds de pauvres, comme dirait Jean Gabin. Qui vivent dans un entresol moisi où ils sont réduits à plier des boîtes de pizza à se faire pisser dessus par les pour avoir de la riches thune. bourrés. Et donc un jour, le jeune garçon de la famille se fait engager en tant que professeur d'anglais auprès d'une grosse famille de Bourges qui habite dans une maison magnifique d'architecte en haut de la ville. C'est très simple en fait. Entouré de forêts. Ça c'est très Kurosawa, c'est la même disposition à quelque chose les près. Les pauvres habitent en bas entre le ciel et riches, l'enfer, entre le ciel et l'enfer, où tu avais cette maison d'architecte au sommet, puis les taudis comme ça en bas. Et donc là c'est un peu plus éloigné, mais tu retrouves cette dynamique entre le haut et le bas, et les riches et les pauvres. Et donc au fur et à mesure de l'intrigue, tous les membres de la famille, le père, la mère, la sœur, le frère, vont réussir à se faire embaucher à des postes divers dans la maison, en tant que chauffeur, en tant que gouvernante ou en tant que professeur de dessin. Sans dire qu'ils sont de la même famille. Voilà, sans dire qu'ils sont de la même famille. Et donc bien évidemment, tout ça va se mettre en place pas tranquillement, mais au fur et à mesure pendant les 3 premiers quarts d'heure du film. Et après, il va y avoir une nouvelle bascule finalement dans une hybridation de genre où évidemment ça ne va pas se passer comme prévu, car il va y avoir des complications, des surcomplications, des mystères, des caves étranges où il se passe des trucs bizarres et des gens au comportement de plus en plus chelou. Tout ça dans une ambiance de lutte des classes assez feutrée qui bien évidemment va finir par exploser. Tout à fait. Voilà. C'est pour essayer de faire le plot de manière assez simple. Et alors moi je peux faire encore plus simple. Il y a des riches d'un côté, il y a des pauvres de l'autre, et les riches et les pauvres ils veulent ce qu'ont les riches. Voilà. C'est un peu la base de l'histoire en fait. Sauf que c'est évidemment beaucoup plus. Voilà, évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça. Sinon ça serait réduire un peu le film. Non, justement, c'est infiniment plus complexe que ça. Guerre des classes, prout comme on peut en voir. C'est ce que Bong Joon-ho essaie de nous faire croire. C'est ce que Bong Joon-ho essaie de nous faire croire, justement, c'est qu'il y a c'est qu'on va être dans un rapport gentil pauvre méchant riche ou gentil riche méchant pauvre en fait, qu'il y a une espèce de côté binaire comme ça, et que le film va se dérouler, sauf que non, en fait, pas du tout, quoi. Et je trouve que la mise en place dans ce film-là sur la question de la lutte de classe, notamment, qui est quand même quelque chose qu'il aborde tout au long de son cinéma, que ce soit dans Snowpiercer, qui était sa première grosse coproduction avec les États-Unis, dans The Host, ou même dans Mother, qui est un truc qui le travaille beaucoup. C'est vraiment quelqu'un qui est assez vénère là-dessus. C'est un truc qui le travaille énormément, toujours en abordant des genres différents et des manières de le mettre en scène qui sont quand même extrêmement variées et très différentes. Ça sera plus ou moins spectaculaire, par exemple dans le Transpersonnage, c'est beaucoup plus c'est figuré, quoi. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus figural, un film d'action avec des stars américaines. Dans Memories of Murder, ça passe par une foultitude de petits détails entre les flics de la ville puis les flics de la campagne, entre les différents personnages qu'ils vont rencontrer. Dans The Host, pareil, la famille principale qui est mise en scène, c'est quand même aussi des gens qui essayent de survivre autant bien que mal dans un univers qui est totalement détruit par l'armée américaine qui est sur place, en lien avec les autorités coréennes. Et là, pareil, une nouvelle lutte des classes qui se met en place, là, effectivement, de manière beaucoup plus frontale, presque schématique. Il y a vraiment les pauvres d'un côté, les riches de l'autre, mais une fois de plus, ça va évoluer de manière beaucoup plus subtile, et à la fois par sa mise en scène, par la manière dont il filme les corps des riches dans leur espace par rapport aux pauvres dans leur espace, et aussi par la question du dialogue, parce qu'on en parlait un petit peu avant que l'émission commence en off. C'est peut-être le film le plus bavard de Bong Joon-ho, lui qui pourtant était assez partisan de films relativement mutiques, en tout cas. Faut pas exagérer quand même, il y a quand même du dialogue. Il faut pas exagérer, mais en tout cas où un certain discours n'était pas forcément aussi explicite par la parole. Alors que là, c'était moins théâtral, c'était moins théâtral, quoi. Enfin, théâtral, je sais pas du tout péjoratif, mais c'était moins dramaturgique, on va dire, quoi. Voilà. Moi, ça me fait beaucoup, en y réfléchissant, penser finalement à Hitchcock, en fait. C'est ce jeu de cacher, des personnages qui se cachent dans la maison. Oui, qui ont des trucs à cacher, qui se cachent parce qu'ils ont des trucs à cacher aussi. Tout ça avec un jeu très théâtral, mais à la fois très bavard, et ça, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup ça chez Hitchcock. C'est vrai que c'est pas faux, cette espèce d'exposition comme ça. C'est vrai que si on regarde sur Froide ou même Psychose, c'est vrai que les 40 avec premières minutes sont retournement souvent, comme ça. Et c'est vrai que en milieu de film, il se passe un truc, et et après le film se redéploie en fait à partir même de la corde qui a tué Harry, ou même Rebecca, tu vois. Enfin, il y a un truc un peu. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, avec le personnage inexistant et les choses cachées, qu'elles soient physiques ou
métaphysique. Et puis finalement la question de la culpabilité, qui est quand même une question qui revient, même si elle est un petit peu plus souterraine dans le film, mais la question de qui est coupable de cet état de la société, quoi. Est-ce que c'est les pauvres, est-ce que c'est les riches, quoi. Et en fait, comme souvent chez Bong Joon-ho, c'est tout le monde. Il y a pas de gentil, pas de méchant. Après, pour revenir sur un peu sur la géographie du film et sur la géographie, on va dire, particulière de Bong Joon-ho, Parasite, en fait, fait un peu film somme. En fait, on peut prendre Parasite à l'aune de toute sa filmographie, donc c'est son 7e long métrage. Mais il y a, par rapport à la géographie, donc on disait, en fait, donc il y a la maison d'architecte sur les collines de Séoul, puis la famille de Galéria, en fait, dans les bas-fonds. Mais rien que le premier plan du film, en fait, nous le montre. En fait, c'est cette espèce c'est un travelling vertical, en fait, de haut vers le bas, et on descend, en fait. On est au niveau de la rue, et on descend, en fait, dans les bas-fonds, même limite dans les égouts, en fait, pour aller dans l'entresol de la famille, pour aller au cœur, en fait, de cette famille. C'est comme si finalement cette famille-là était dans les égouts, comme pouvait l'être le monstre de The Host, en fait. C'est qu'on va littéralement, c'est que cette famille-là, en fait, elle n'est même plus sur Terre, elle est vraiment plus bas que Terre. Et ça, c'est intéressant. Et il faut mettre ça en perspective dans le sens où, par exemple, dans Snowpiercer, la géographie du film était toute en horizontalité, voire même dans Mother ou dans Memories of Murder. Voilà, il n'y a pas un rapport, on va dire, haut et bas, pour schématiser, aussi prégnant. En fait, Parasite s'inscrit, en fait, dans une logique, on va dire, hostienne, mais en même temps est totalement paradoxale, ou contradictoire par rapport à d'autres films de sa filmographie. Donc en fait, du coup, ça fait un petit peu œuvre somme. Il réfléchit toujours sur comment je vais pouvoir spatialiser, on va dire, mes personnages, et du moins mes deux grandes familles, on va dire ça comme ça. Enfin, en gros, les bourgeois et puis les prolétaires. Et ça, c'est hyper important. Et en un plan, on se dit, ah bah ok, il va aller totalement à l'inverse de Snowpiercer. Et en fait, voilà, il réfléchit constamment, en fait, à la mise en espace, en fait, de ces personnages, et c'est fascinant. C'est peut-être frontal, comme vous le dites, mais en fait c'est tellement efficace que ça devient fascinant. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que dans sa mise en espace, à chaque fois, en fait, il ne sépare pas, en fait, c'est une continuité, c'est la queue du wagon avec le bout du wagon, et là c'est pareil, tu vois, il part de la maison pour descendre dans les égouts, mais en fait c'est quasiment les égouts de la maison, quoi. Il y a toujours un lien entre chaque personnage et entre chaque classe tout le temps, quoi. Oui, il n'y a pas cette idée que les gens sont séparés, mais qui sont tous les... Mais il y a quand même une proximité, hein. Oui, c'est pour ça, c'est l'espace, en fait, c'est le même. C'est juste une continuité. Oui, mais il y a cette notion de bas et de haut. Après, cette notion de bas et de haut, en fait, voilà, en fait, plus tu montes les étages, plus tu as... Il y a l'histoire de ce qu'on voit aussi de chez soi. Ça, c'est assez intéressant, ce qui fait. Là, il voit à moitié des yeux. C'est la moitié de c'est-à-dire que il voit des pieds. Dans la maison pauvre, c'est des petites fenêtres carrées, en fait, qui sont en 4/3. Et quand tu passes dans la maison de riche, là, c'est une grande baie vitrée en 16/9. C'est une grande baie vitrée en 16/9. Donc là, moi, j'ai vu tout un truc justement sur le truc de projection, quoi. Qu'est-ce qu'on voit à travers Qu'est-ce qu'on voit du monde, en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on voit du monde à travers la fenêtre, quoi. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même chose, et c'est là pour le coup le côté social, moi je trouve apparaît à mort là-dedans, quoi. Enfin, c'est peut-être dans ces mecs qui fantasment, en fait, qui sont en fait dans un processus de spectatoriel, en fait, c'est-à-dire qu'ils fantasment la vue qu'ils pourraient avoir dans cette maison dans laquelle ils travaillent, cette espèce de grande baie qui donne sur la nature, où on a l'impression qu'il n'y a pas de civilisation, qu'il n'y a personne d'autre autour, alors que dans leur appartement, c'est une rue. C'est une rue passante, avec des bistrots, avec des bistrots, avec des poivreaux. Enfin voilà, on est vraiment entouré par les gens, alors que dans l'autre, on a l'impression d'être entouré par la nature, même si c'est une illusion. Mais il y a pour moi, le choix de cadre des fenêtres, cet élargissement du cadre de la fenêtre chez les riches par rapport aux pauvres, c'est aussi, à mon avis, moi de toute façon, dans ce premier plan, il y a plein de trucs super symboliques. Les chaussettes qui sèchent. Je suis désolé, je le dis doucement parce que sinon je vais me bafouiller. Mais les chaussettes qui sèchent, pour moi, c'est la première chose qu'on voit dans le cadre. C'est vrai. Et pour moi, ça dit une chose qui existe dans The Host, quelque chose qui existe dans Mother, c'est que il y a quelque chose qui est inaltérable par contre chez ces personnages-là, c'est l'unité de la famille. Oui, c'est le fait que cette famille-là fonctionne comme un collectif. Oui. Et ça, pour moi, c'est ça. Et c'est ça qui fait. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ça qui crée l'empathie. Tandis que l'autre famille, ce sont des individus. Ouais, qui sont tous séparés, séparés dans leur chambre par l'espace. Alors que là, la promiscuité finalement crée de la solidarité. À ce titre, d'ailleurs, c'est peut-être la mise en scène la plus géométrique que j'ai pu voir chez Bong Joon-ho, notamment ce que tu dis, donc sur les fenêtres, donc dans la maison d'architecte, et sur une espèce de dislocation de l'espace, en fait, où chacun est dans sa petite pièce. L'élargissement, c'est l'isolement. Alors le film
mais en scope, il me semble, parce que ça prend tout l'écran. Mais voilà. C'est du 2.35. Mais après, voilà, pour revenir juste sur la verticalité, plus tu montes dans les étages, plus tu accèdes au pouvoir. En fait, c'est quelque chose de très simple. On voit dans Metropolis jusqu'à Fury Road. Dans Scarface, Immortan Joe, c'est pareil. Dans Le Justicier de Shanghai. Dans Babyface avec Barbara Stanwyck, un film de précoce qu'on avait traité il y a de ça peut-être 10 ans, 8 ans. Bon bref, ça nous fait un coup de vieux, mais bon voilà, où on montait les étages. Voilà, c'est quelque chose en fait qui est très ça marche simple. toujours. Ça marche toujours visuellement. Mais ça marche toujours. Et ça marche toujours là. C'est d'autant plus passionnant que Bong Joon-ho en fait finalement ne verticalise pas tant que ça finalement ces espaces. C'est deux espaces horizontaux qui sont reliés par un escalier en fait vertical, enfin un escalier mais on les voit descendre. Cet escalier. Et l'escalier, on le voit le plan. On rebondir aussi sur ce que disait Erwan sur les fenêtres. Il y a vraiment un truc, tu sens que quand il construit ses scénarios, il les construit, que ce soit dans les ruptures de ton ou dans les choses qui vont faire changer en fait son scénario et les perspectives. C'est vraiment du coup en fait sur le jeu du regard en fait. Je trouve, très souvent c'est construit comme ça quoi. C'est le riche qui découvre le pauvre qui découvre que en fait les riches ils contrôlent ça comme ça, mais en fait il en fait partie. Inversement sur ce que tu dis là aussi, t'as ça dans Okja aussi. Tu vois, c'est dans Memories of Murder. C'est toujours un jeu de regard et de décalage de point de vue, du coup, pour se rendre compte des choses, quoi, et de la multiplicité. C'est vrai, parce que c'est vrai que le personnage du père, en tout cas dans la famille, le collectif au début est vraiment très très positif, en tout cas. Ils ont une alors qu'ils s'entraident beaucoup. Alors que c'est pas des gens très sympathiques dans leurs actions, en fait. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, quoi. En se retrouvant dans une sphère qui serait peut-être plus agréable, ils se confrontent à ces bourgeois, et finalement, que le personnage était positif au début, d'un coup il a un regard un peu rétrospectif sur sa propre condition, et c'est quelque chose qui du coup lui saute aux yeux et qui ne supporte plus. Il y a des bascules de toute façon au fur et à mesure du film, c'est un peu un genre de yo-yo c'est un petit côté au niveau des émotions, parce que j'avais lu que ça avait un petit côté la cérémonie. Comme Juno disait que c'était inspiré aussi de la cérémonie de Chabrol. Il y a de toute façon il y a un côté très Chabrol, très très Buñuel dans le film. Et assez Hitchcock aussi infiniment avec ses personnages. Chabrol, quoi, avec ses personnages où vraiment il y a du suspense, c'est-à-dire que nous on sait un truc, les personnages le savent pas, mais nous on le sait, mais pas tous les personnages. Certains savent un truc. Il y a un jeu de cadrage, histoire de double jeu où ils mentent, où nous on sait qu'ils mentent, mais les personnages à qui ils parlent savent pas qu'ils mentent. Oui, c'est ça. Tu vois, ce qui fait des bascules du coup au niveau de la personnification et de l'attachement qu'on pourrait avoir au personnage. Effectivement, à un coup, on se dit que quand même tel mec, finalement, il a raison, il est sympa, puis tout d'un coup, on aura des bascules qui passent soit par des points de montage qui sont très délicats, soit par des dialogues. Il y a notamment toute la question de l'odeur qui revient assez continuellement dans la bouche du chef de famille bourgeois, on va dire, qui est toujours incommodé par l'odeur de son chauffeur, qui est le père de la... Qui est l'odeur de la pauvreté. Voilà, qui est... L'odeur du métro. Oui, l'odeur du métro, voilà. Des bas-fonds, où ça revient assez continuellement jusqu'à une certaine... un point de rupture pour le père vers la fin du film, mais c'est vrai que c'est des bascules qui viennent comme ça au fur et à mesure, où en fait quand on commence à avoir de l'attachement pour la famille de bourgeois qui essaye de se rapprocher des pauvres, et quand ils vont dormir sur le canapé la nuit, tout de suite c'est contrebalancé par quand même un dialogue d'une fils de puterie qui en fait te fait revoir tout ce que tu as pu avant connaître du gars, puis des rapports avec la famille, avec ses subalternes, et ça passe toujours par des petites touches. Et pareil pour les pauvres d'ailleurs, hein. Il y a toujours un moment où on se dit, à la fois on les trouve sympathiques, et à la fois on se dit, mais à la fois il y a un côté affreux sale et méchant en fait. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que t'as de la sympathie pour des gens qui sont pas sympathiques. Ils sont horribles. Hein. Au début ils sont horribles. Enfin, et le terme parasite justement c'est ça, parce que au départ du film en fait, ce qu'on nous présente, et ça c'est super intéressant, parce que le rapport au titre, c'est comment la première partie du film nous dit le parasite c'est ça. Parce qu'ils veulent pas prendre la place de ces bourges. Ils veulent s'incruster. Ils veulent les utiliser en fait. Ils se disent ils ont du fric, on va leur soutirer du fric. Et ça c'est très italien, ça je trouve. Mais à un moment quand même, très comédie italienne. Il retrouve une réalité sociale quand le père demande est-ce que le chauffeur qui a été viré, est-ce que tu penses qu'il a retrouvé du travail, tout ça, parce que ils sont quand même conscients de là où ils viennent, et ils sont conscients de leurs conditions et des gens qu'ils ont dû virer pour avoir leur place, avant de refaire une action absolument immorale. Et puis il y a une question qui se pose, c'est que du coup, est-ce qu'il y a une conscience de classe ? C'est-à-dire que est-ce que la solidarité dont ils sont capables de faire preuve quand ils sont ensemble dans leur cadre familial, est-ce qu'ils sont capables de l'étendre à d'autres gens, à la société, puis à d'autres gens de leur même classe sociale, et plus généralement à la société. Donc là, est-ce que le film il répond, moi je vais pas dire comment il répond, mais le film il répond à ça, quoi. Ouais. Après il y a quelque chose qui est assez intéressant justement dans ce basculement on va dire italien du personnage, c'est qu'en fait donc la famille de galériens, les galériens sont dans un espace monstrueux, sont vus
comme des monstres par cette famille de bourgeois. Au final, on se dit, oh, finalement, non, ils ont l'air de s'entendre et compagnie. Et il y a ce côté odeur qui apparaît, on va dire, dans les 2 tiers du film. Et là, ils rebasculent en étant des monstres, dans leur devenir monstre, en fait, dans leur être monstrueux. Et ça, c'est assez fascinant. La bascule, en fait, toujours cette espèce d'équilibre. De toute façon, le film est une espèce de symphonie, hein. C'est d'une précision mécanique, c'est de l'horlogerie suisse, si on peut dire une métaphore un petit peu bourge d'ailleurs, tiens. Mais voilà, en fait, à chaque fois, il y a ce côté l'empathie, mais en même temps, il y a la Patek Philippe du cinéma. Je connais des Suisses qui n'ont pas d'argent. Hein. Ah bon? Oui. T'as pas de chance, tu connais pas les bons Suisses. Si, mais j'en connais d'autres qui sont riches. Ah bon, quand même. Mais voilà, en fait, voilà, le film est constamment en fait dans la bascule, dans l'équilibre. Ça tient à un fil de savoir si on doit les accepter, si on doit avoir de l'empathie, si on les trouve que ce sont des gros cons. Et voilà, et même les personnages entre eux sont dans la même logique, et c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et en termes d'écriture, c'est d'une précision absolument démoniaque. C'est bien écrit et c'est bien réalisé. Ouais, après, moi, j'ai trouvé ça long. Et c'est bien joué, moi je trouve. Bah en fait, sur la question de la longueur, moi j'ai trouvé des petits problèmes de rythme que j'ai pas forcément toujours connus chez Bong Joon-ho, mais notamment, on en parlait tout à l'heure, dans, je trouve, le dernier tiers du film, en tout cas dans le passage vers sa conclusion, où c'est pas forcément que j'ai un problème de rythme, c'est un problème tout de cohérence de discours et je trouvais là pour le coup un manque de jusqu'au boutisme, parce que je trouvais presque le film, enfin la conclusion du film trop enthousiasme par rapport au reste du discours. Ah, pourtant elle est amorale. Ah ouais, faut pas trop la dire. Je trouve qu'elle d'une part elle est amorale. Moi justement je suis pas si critique moi sur je cette fin, parce que je trouve que cette fin pour moi elle a un côté moral de la fable en fait. Elle a un côté La Fontaine. Non, il y a presque un côté je sais pas moi, il y a un côté il y a quelque chose sur le châtiment quoi, sur la punition, sur le châtiment qu'on s'inflige ou auquel on est obligé de céder parce que les conditions nous forcent à accepter ce châtiment. Et je trouve qu'il y a une ouverture justement assez surprenante dans cette fin là. Alors je comprends que tu vois qu'elle soit un peu effectivement qu'elle a l'air un peu surprenante par rapport à en demi-teint. Voilà. Mais je trouve que je trouve que cette conclusion elle redit quelque chose, elle redit ce qui est à mon avis une des bases du film, qui est la croyance profonde que l'humanité des personnages passe par une solidarité familiale quoi. C'est qui a vraiment la reprise de Vios, la reprise de Moser, qui est quelque chose qu'on retrouve quand même beaucoup chez Bong Joon-ho, cette idée que c'est pas les actions des gens qui vont faire que tu vas les trouver sympathiques, c'est le fait qu'ils sont ensemble et qu'ils s'aiment. Et Bong Joon-ho, pour moi, c'est quelqu'un qui est extrêmement romantique là-dessus, qui croit beaucoup au pouvoir de l'unité familiale et de l'unité amicale et des rapports amicaux, même s'ils sont mis à mal évidemment dans le film. Sur cette note romantique, on va donc faire une petite pause musicale. On va entendre des haches. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était un extrait de la bande originale de Snowpiercer par Marco Beltrami, le morceau Axe Gang, donc le gang des haches, le soir de la Saint-Sylvestre, le passage au Nouvel An, où des gens vont se battre à coups de hache dans un wagon, parce que après tout, pourquoi pas. Et donc c'était le film de Bong Joon-ho en 2013, sa coproduction américaine, Le Transpersonnage, qui est peut-être le plus gros budget de sa carrière, si je dis pas de bêtises, parce qu'avec notamment un casting international où il y avait John Hurt, Chris Evans, Billy Elliot et Tilda Swinton, qui moi je pense est un des films que je... Et Ed Harris, formidable dans le rôle de l'architecte, qui est je pense un des films que je préfère dans sa filmographie, où là aussi la question du corps politique est frontale, et la question du collectif face à l'individu est une question extrêmement importante, notamment dans une scène qui justement se déroule pendant cette scène du gang des haches, où le personnage de Chris Evans doit choisir, soit il se bat pour le collectif,
et donc il avance, soit il se retourne pour aller aider un de ses amis qui est menacé de mourir sous le coup d'une hache, comme ça arrive à tout le monde. Il y a une séquence majeure du film, et justement le personnage de Chris Evans va choisir d'avancer et d'œuvrer pour le collectif plutôt que pour sa propre personne, en tout cas pour un individu en particulier, et qui est une thématique, on en parlait juste avant la pause, assez importante dans son cinéma, la question de la force du collectif, en tout cas dans la famille, ou bien un collectif d'amitié, ce qui est mis en scène, en tout cas la force collective de la famille dans Parasite, ou comme on le disait avant la pause musicale, est quelque chose qui est assez important et qui est mis en scène tout au long du film, où la famille va peu à peu peut se disloquer dans des individualités qui seront justement mises en perspective avant de se réunir dans un final relativement pétaradant, mais en tout cas graphiquement plus impressionnant que le reste du métrage. Après, pour revenir sur cette notion de collectif, alors certes, oui, en effet, les personnages vont après un petit peu partir, mais c'est la grande force de Bong Joon-ho aussi, de savoir laisser respirer ses acteurs. C'est un directeur d'acteurs merveilleux, et en fait de proposer à tous ces personnages de pouvoir exister donc là il y a 10 personnages, 10 c'est ça? 8 il y en a 4, 8, 9, 10. Ouais, 10. Ouais, on va dire 10. Ces 10 personnages, en fait, existent en tant que tels et ont un vrai background, ont une vraie possibilité, ont un vrai hors-champ, en fait, de futur. Ont un hors-champ passé, surtout. Et un hors-champ passé et un hors-champ futur. Donc ça, c'est hyper important, en fait, finalement. On pourrait croire que ça pourrait être, on va dire, théoriquement pas maladroit, mais contradictoire avec ce qu'il fait par rapport à la force du collectif, mais en même temps ça lui permet aussi de dire à ses acteurs aussi éclatez-vous, montrez-moi, c'est aussi un beau film sur l'amour que Bong Joon-ho porte à ses personnages, parce que globalement il les aime, mais aussi à ses acteurs, et ça c'est ce côté un petit peu romantique que tu disais tout à l'heure, le doc, et en fait ça se retrouve aussi. Oui, complètement. Et on retrouve d'ailleurs des fidèles de Bong Joon-ho dans le film, notamment Song Kang-ho dans le rôle principal du père de la famille. Qui avait joué avec lui. Qui joue dans tous ses films depuis Memories of Murder. Non, qui joue pas dans Mother. Il jouait pas dans Mother. Il jouait pas dans Mother et il jouait pas dans Okja. Mais qui a joué dans 4 sur 7, donc ça reste un bon truc. Et puis il y a aussi l'acteur, j'ai oublié son nom lui par contre, j'ai pas bien fait mon boulot, j'ai pas retenu mes noms coréens avant de venir, mais celui qui joue le père en fait de la famille riche, en fait c'est l'ancien, dans The Host c'était le petit frère de Song Kang-ho. Donc c'est intéressant de voir comment il reprend deux acteurs et finalement il inverse le rapport, on va dire entre guillemets, de domination qui était, c'est pas qu'il l'inverse pas vraiment, mais il le place pas du tout. Le personnage joue pas du tout l'acteur joue pas du tout les choses de la même façon. C'est assez. Autant Song Kang-ho, lui, a vraiment un espèce de corps un peu prolétaire, une manière de se déplacer, de courir, un peu molle, un peu qui reprend de film en film et qui est vraiment qui fait partie de son personnage, de son corps d'acteur véritablement. Parce qu'il est quand même un petit peu, il est relativement joufflu ou bien empâté selon les films, mais c'est vrai que du coup il joue vachement sur ce corps-là qui est, on voit tout de suite, il est un peu rougeau, il a souvent des coiffures de merde dans ses films, soit en blond peroxydé ou alors des coupes au bol dégueulasses. C'est quelqu'un mais c'est un acteur super intéressant. Enfin moi je trouve que c'est un super acteur, ça a vraiment été une révélation cet acteur, parce que je trouve que c'est un acteur qui a beaucoup joué aussi pour Park Chan-wook dans ses films aussi, dans Sympathy for Mr. Vengeance notamment. Et tout le casting est impeccable, Et là d'ailleurs, alors moi les autres je les ai vus, mais alors je sais plus qui j'ai vu où. Les deux enfants je les ai déjà vus, la fille et le fils. Non, les grands. La fille elle joue bien là. La fille elle est bien, franchement elle est bien. La fille, mais il y a un jeu de manipulation qui est vraiment horrible quand tu sais. Ah oui, quand tu sais. C'est ça en fait, parce qu'ils sont très forts, parce qu'ils arrivent tous à jouer sur des registres différents, à la fois sur un registre qui serait très trivial quand ils sont en famille, quand ils sont juste dans leur appart pourri, et une fois qu'ils vont se mettre en place dans la maison des Bourges, il y a un véritable jeu de manipulation où il y a un jeu de double regard fait sur chaque scène. Ça, je trouve que c'est un aspect intéressant du film, la manière dont il montre ça, Bong Joon-ho, parce qu'en fait Bong Joon-ho, on se dit il y a un jeu de manipulation, alors on s'attend à The Servant, par exemple, de Louzet, ou des choses comme ça. Et en fait, quand on dit jeu, je pense qu'il faut vraiment le prendre au sens propre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très ludique, en fait, dans la manière dont il manipule cette famille de riches, justement. Et moi, j'avoue que je trouvais ça assez rigolo à regarder. Moi, je trouvais ça plutôt plaisant à regarder, cette manière dont où c'est grave et pas grave en même temps. C'est-à-dire que c'est grave et en même temps, ça révèle quelque chose chez les personnages, qui sont le fait que c'est des super comédiens.
Et ça, alors ça, moi je trouve c'est un des trucs intéressants du film, c'est qu'il y a plein de mises en abîme par rapport au cinéma et par rapport aux acteurs, et quand t'es acteur, d'avoir un personnage qui joue à être quelqu'un d'autre, c'est toujours vachement plus intéressant que de jouer juste un personnage. Et là, le truc, c'est qu'il y a vraiment ils arrêtent pas de se le dire entre eux d'ailleurs, qu'ils sont bons acteurs, bons comédiens, et il y a tout un truc sur le langage. Alors ça, je pense, moi je connais pas assez le coréen moi pour avoir bien compris ça, mais il y a un truc sur les accents, et il y a un truc sur le niveau de langage. Et en fait, ils ont cette capacité, cette famille, on se demande mais où est-ce qu'ils ont, parce que c'est une famille de pauvres, mais c'est pas une famille de, c'est ça le truc, c'est que c'est une famille de pauvres, mais c'est pas une famille de gens ignares en fait. C'est pas une famille c'est pas des indigents. C'est une famille de pauvres, mais c'est une famille de pauvres qui est pauvre à cause de la crise économique, à cause des conditions économiques. Parce qu'ils ont des compétences. Voilà, la sœur, elle a été refusée. Et puis à cause de la corruption de la société coréenne, qui fait qu'il faut avoir de l'entre-gens pour rentrer dans une école d'art, pour rentrer dans une université, qu'il faut avoir un apport en fait quoi. Et le fils, c'est quelqu'un qui a priori bilingue, qui pourrait être un universitaire, qui est bilingue. La fille, elle a comment dire, elle a une capacité en art, le père est chauffeur, la mère est capable de faire la gouvernante, enfin, et on sent que, et c'est ça aussi qui est bien, c'est que finalement on sait pas trop ce qu'ils ont fait dans leur vie avant, mais justement là il y a tout un hors-champ, je trouve, familial. Ils existent via ce simulacre qu'ils mettent en place, et en même temps celui dans lequel ils se projettent, c'est-à-dire à un moment ils disent bon bah on va devoir, le mec veut se marier avec la jeune fille. Il dit on va devoir engager des acteurs pour qu'ils jouent nos parents. Et en fait, là du coup pour moi c'est To Be or Not To Be de Lubitsch. Ah mais complètement, c'est complètement ça. Du coup là c'est bon, j'ai compris. C'est complètement ça. Et là du coup je reviens sur la fin, et sans révéler ce qu'il y a à la fin, je trouve que justement ce que tu viens de dire c'est super. En fait j'avais pas pensé à ça, mais ça me semble assez intéressant, c'est-à-dire que ce fantasme de richesse, en fait finalement la question du fantasme tient jusqu'à la dernière scène, sauf dans la dernière scène, et c'est ça que moi j'ai trouvé touchant, c'est que le fantasme n'a plus la même raison. C'est plus un fantasme d'accession au matériel, c'est un fantasme de réunion familiale, et quelque part je trouve que ça veut dire que ces personnages-là continuent à être avec un imaginaire débordant, un imaginaire qui leur permet d'avancer dans qui leur a permis d'exister autrement, qui leur a permis d'exister autrement, socialement, de se retrouver, et c'est pour ça que la fin du film d'être imaginatif, d'être je trouve qu'il y a quelque chose de, mais tu sens une empathie quand même très très grande de Bong Joon-ho, c'est-à-dire que même si ces personnages sont pas moralement clairs, affectivement tu sens que affectivement ils sont ok pour lui quoi. Et même les riches d'ailleurs sont pas présentés de manière détestable. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi dans le film, c'est que les riches sont assez naïfs d'ailleurs. Il y a alors, naïf et hypocrite. Moi, j'ai trouvé, c'est-à-dire que toute cette politesse, où en fait dans la première partie du film, on se dit les pauvres, ils sont en train de se faire avoir, les pigeons quoi. Sauf qu'en fait, finalement, la maison est une prison aussi, quoi. Enfin, je dirais, le fantasme de richesse est une prison, et finalement, les riches finissent quand même par être ceux qui gagnent à la fin, parce qu'ils sont capables de créer chez les pauvres ce fantasme de richesse matérialiste qui les pousse à faire ça quoi. Parce que c'est quand même eux qui maîtrisent, que c'est l'hypocrisie des classes sociales supérieures de manière générale, et eux quand sur l'odeur par exemple on parlait sur l'odeur, et de toute façon à chaque fois que des représentants des masses laborieuses vont essayer d'accéder à une classe sociale qui apparemment n'est pas pour eux, ils vont réussir à très bien s'y fondre, justement, à faire la gouvernante, à faire le chauffeur. Est-ce que je me fonds dans la masse? Est-ce que je me fonds dans la masse? Et après aussi c'est le revers, quand ils retournent, on va dire, dans leur taudis, là tout de suite c'est beaucoup plus dur, parce que aller chez les riches c'est hyper facile d'avoir leurs codes qui finalement sont assez simples, il suffit juste d'être propre sur soi. Le confort c'est facile. Et le confort c'est facile, et dès qu'en fait tu redescends d'une classe sociale, tout de suite c'est beaucoup plus dur, et c'est de là que vient un peu d'ailleurs c'est intéressant, négreur ou terreur. Il y a une scène, et ça rejoint ce qu'on disait sur la famille, il y a une scène d'inondation, et ça c'est intéressant parce que la scène d'inondation, avec le plus beau plan du film, il arrive au milieu du film, ils sont tous les trois, ils sont tous séparés en fait, spatialement en fait, ils agissent pas de manière coordonnée justement. C'est l'un des seuls moments du film d'ailleurs où ils agissent pas de manière coordonnée. Ils se séparent chacun pour chacun se sépare pour essayer d'aller récupérer des trucs, et où il y a ce plan très beau de la fille sur les toilettes en train de fumer une cigarette avec les toilettes qui débordent de merde. Et juste avant, elle a quand même récupéré tout le pognon de la famille qui était caché dans un faux plafond, où justement elle est sur un appartement qui déjà est bizarrement foutu parce que les chiottes sont un petit peu en hauteur, et donc elle est sur la cuvette qui déborde de merde, mais elle
elle est tranquille parce qu'elle a sa clope et l'argent. Et toute la merde, elle peut ressortir, elle est pas touchée. Et la merde remonte. Et ça aussi, c'est pareil. La merde remonte, mais elle est pas inquiétée. Sur le truc du destin, quoi. Je veux dire, quand on commence à voir la flotte qui tombe, parce que la flotte, en fait, elle apparaît pas dans cette scène-là. Elle apparaît dans 4-5 scènes avant. Et on commence à voir que la ville. Voilà, on commence à voir que la pluie commence à être de plus en plus forte. Et cette scène, elle est super, cette scène de l'inondation. Et d'ailleurs, on a oublié de parler de quand même l'élément déclencheur aussi de pourquoi est-ce que cette famille se retrouve confrontée à cette autre famille, c'est cette pierre que lui ramène en cadeau son ami qui va le faire en sorte... Une pierre de bonheur, une pierre de bonne fortune. De prospérité. Et cette pierre, tout au long du film, elle est lavée, et à la fin, il la remet dans la rivière. Et je après crois avoir que été souillé. Et puis c'est un point, il y a une très belle scène avec le fils à un moment où il dit c'est pas moi qui m'accroche à la pierre, c'est la pierre qui s'accroche à moi, quoi. Et pareil, alors ça aussi pareil, c'est un truc de mise en abîme qui est super drôle. C'est-à-dire le fait que le fils passe son temps à dire je vois la métaphore, alors que le film grouille de métaphores et de symboliques et de signes en fait qui disent des choses sur ces personnages, quoi. Après, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Erwan, sur en fait le background, le hors-champ de tous ces personnages-là, il y a Parasite en fait fait aussi acte donc du coup de la société coréenne et par extrapolation de nos sociétés occidentales, on va dire ça comme ça, sur la problématique des institutions. C'est-à-dire que Bong Joon-ho a toujours travaillé l'institution comme étant incapable, littéralement, totalement incapable, voire bête, stupide, voire la source même du problème. Incompétente et malhonnête. Mais pas malhonnête, on n'est pas dans une corruption, on va dire, morale, comme peut l'être, par exemple, comme peut être la police dans, je sais pas moi, l'inspecteur Harry de Clint Eastwood, dans les films de Clint Eastwood. Ici, c'est de la corruption intellectuelle bête, en fait. Memories of Murder ou Mother, ce sont des flics qui font mal leur boulot. Dans Okja, c'est l'industrie alimentaire et l'industrie publicitaire qui font que de la merde. Et qui sont totalement débiles. Et ici, en fait, je crois qu'il y a tous les niveaux, en fait. C'est ça exceptionnel. C'est l'éducation qui n'arrive pas à retrouver de l'argent, ces enfants alors qu'ils ont des compétences à faire valoir, mais ils les trouvent pas parce que a priori elle est trop con elle doit avoir des œillères, donc elle est trop con pour essayer de les choper. C'est un grand film anti-méritocratie aussi, enfin. Parce que de toute façon, on va dire institutionnel. Chez Bong Joon-ho, l'État et la nation ne sont pas plus grands que les erreurs des personnes qui sont sous leur coupe, quoi. Et c'est ça, en fait, et c'est tout ce petit truc, c'est aussi, je veux dire, voilà, quoi, qu'une ville comme Séoul puisse se faire qu'on voit pas d'ailleurs dans le film, qu'on voit quasiment pas dans le film. Mais en fait, il y a que deux décors. Il y a des pouvoirs publics qui sont totalement incompétents parce qu'a priori, t'as la moitié de la ville qui peut crever la gueule ouverte sous l'eau, mais tout le monde va s'en taper. Enfin, tout le monde s'en fout. Ça, c'est lié à des raisons historiques et culturelles. C'est-à-dire que c'est comme en Chine, en fait, c'est que la corruption, elle est endémique. C'est-à-dire que le bakshish, c'est un mode de fonctionnement de la société que la Corée du Sud, pour l'instant, n'arrive pas. C'est accepté, voilà, les policiers sont corrompus, les juges sont corrompus, les avocats, on passe son temps à glisser des enveloppes, on passe son temps et c'est comme en Chine, quoi. Et c'est cette corruption qui est une corruption qui, pour Bong Joon-ho, est incompatible avec l'idée de démocratie. Et c'est pas pour rien. Et pour moi, Bong Joon-ho, je crois pas qu'il ait participé activement en tant qu'activiste aux manifs des années 80. Il a été un mois de prison. Voilà, c'est un mec, quand je veux dire sur l'échiquier politique, on va dire coréen, c'est un mec qui peut plutôt être considéré à gauche, voire d'une certaine manière à l'extrême gauche, engagé, parce qu'il est, mais il est pas engagé. C'est ça le marrant qui est marrant, c'est qu'il est pas engagé à l'européenne, en fait. Oui, ça se ressent. Il est pas engagé tous ensemble. C'est pas Vincent Lindon. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas Vincent. Même si Vincent, entre lui. Pire, mais bon. Mais c'est vrai que il y a pas ce côté. Oui, c'est par les films, quoi, vraiment. C'est sous la temps. Et puis tout ce discours-là est en fait et en fait on navigue en fait, c'est une espèce d'atmosphère en fait qui irrigue tous ces films. Alors là je trouve que c'est un peu moins frontal que par exemple Memories of Murder ou Mother ou même Okja. Enfin Okja est peut-être son film le plus frontal, peut-être son film le parce que là c'est beaucoup plus métaphorique. Mais voilà, et pour mettre un tout petit microcosme. C'est une espèce de cette atmosphère là, oui, on est beaucoup moins dans la caricature en fait, parce qu'en fait de la critique de l'institution, et c'est ça c'est en termes de réflexion pour le spectateur. On dit souvent oui, le cinéma doit pas prendre le spectateur pour les cons et compagnie, et là en fait c'est on est vraiment au cœur du et puis surtout sujet. il quitte les sujets, on va dire purement coréens, les choses qui laissaient parfois certaines personnes à la porte, qui étaient le fait qu'il faut quand même un peu connaître l'histoire de la Corée des 50 dernières années ou des 60 là apparemment pour comprendre un peu le cinéma. Bong Joon-ho disait que c'était étonnant parce que c'était son film
plus coréen. Voilà, c'est ça. Lui le voit comme le plus coréen, sauf qu'en fait, le truc, c'est comme justement c'est tellement particulier. On va dire le cadre finalement de la Corée ou de Séoul est finalement réduit à 2 décors de théâtre qui sont le taudis et la maison des riches. Finalement, tu pourrais le faire dans n'importe quel, tu pourrais le faire en France, ce film-là. Parce que comme tous les films coréens, c'est un film qui donne faim. Ça donne trop faim. Ouais. Et alors, en fait, c'est La vie est alors fleuve tranquille, mais en bien. Mais en fait, ça, c'est bizarrement, quoi. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en voulant avoir un ancrage qui serait hyper réaliste, avec cette famille de pauvres qui vont chez ces familles ultra bourges dans leur maison d'architecte, finalement, il y a une genre de bascule très légère et assez surprenante vers un genre de fantastique, en tout cas une forme d'onirisme, comme on en parlait tout à l'heure, qui va vers le cinéma de Buñuel, vers le cinéma de Pasolini. En Rotten, on parlait de Théorème aussi, qui part un peu là-dessus sur un truc. Home Invasion aussi. Voilà, sur un terreau qui serait très crédible et en tout cas hyper réaliste dans la représentation des personnages qu'il met en scène, et qui finalement a une bascule qui va vers un truc absurde, assez théâtral. Il y a des gars qui sont à hurler de rire. Enfin, faut pas les griller, mais il y a 2-3. Avec la pierre notamment, il y a un gag avec la pierre qui m'a fait hurler de rire, quoi, au Cinoche, dans la dernière partie dans la toute dernière partie du film. Et moi, ce que j'adore quand Bong Joon-ho il fait ça, quand il monte toute une scène, et j'adore ça parce que quelque part c'est bête, quoi. C'est bête, et du coup c'est bien, parce que une mise en scène de gros suspense. Voilà, il met en scène toute une scène de suspense, et il y a un gag idiot qui vient interrompre complètement tout l'édifice qu'il a monté, mais qui est pas malvenu. Mais qui est pas non, mais justement qui te surprend, du coup. Et t'es pas surpris par la violence, en fait t'es beaucoup plus surpris par le rire que par la violence chez Bong Joon-ho. Et moi je trouve ça c'est un truc assez intéressant, c'est-à-dire que moi il y a plein de moments où tu te surprends à rire, dans des moments où tu te dis mais non, mais faudrait pas que je rie à ce moment-là. Et du coup là je trouve que le questionnement, c'est pas un questionnement bateau sur la violence, notre résistance à la violence, c'est un questionnement sur est-ce qu'on est capable de ressentir plusieurs émotions à la fois. Après, Bong Joon-ho, pour moi c'est un des seuls qui est vraiment capable de le faire aussi simplement dans le cinéma actuel, quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment, alors c'est pas le seul, hein. Il y a d'autres cinéastes qui sont là-dedans, mais pour moi le cinéma est vraiment une des grandes forces du cinéma, c'est d'être capable mais du théâtre aussi d'ailleurs, ou de la littérature, c'est est-ce que je suis capable de ressentir des choses parfois contraires au même instant par rapport à un personnage, quoi. Après, je me pose la question sur Parasite, c'est sur le futur de Bong Joon-ho, parce que là, il fait une espèce de film somme, on reconnaît la patte Bong Joon-ho, on est dans il a mal axé, en fait, toutes les thématiques qu'il a déjà reprises dans ses films précédents, et en fait, je me dis, c'est comme Na Hong-jin, en fait, quand il a fait The Stranger, tu fais, où est-ce que Na Hong-jin pourrait aller après The Stranger, tellement c'est un film qui pue une ambition démesurée. Moi, je me dis que alors il est malin. Puis je me dis que les gens devaient se dire ça avec Kurosawa après les 7 samouraïs, quoi. Quand tu sais qu'il y a encore 30 films derrière, ou John Ford après chaque film. Ou John Ford après Bouchard, quoi, tu vois. Comment il va pouvoir, en fait, aller encore plus loin, parce qu'on est sur quand même tous ces films sont des films radicaux. Il a mal axé ses propres formes, ses influences, ça suinte dans tous les sens. Enfin, où est-ce qu'il peut aller après? Moi, j'avoue que j'ai aucune idée de ce que pourrait être le prochain film de Bong Joon-ho. J'espère juste que le fait d'avoir eu la Palme d'Or va lui permettre de partir sur un truc qu'il a envie de faire depuis longtemps. Parce que je pense qu'il doit avoir des projets plein les tiroirs et des choses qu'il pouvait pas faire pour des raisons de budget, de coprod, de vente, de distrib, alors que là, avec la Palme d'Or, il peut se permettre, peut se permettre d'imaginer. C'est la première fois qu'il l'a. Ouais. Okay. Il peut se permettre d'imaginer, mais après, par exemple, Park Chan-wook, qui a eu un prix à Cannes, qui a pas eu la Palme d'Or, mais qui a eu un prix à Cannes, ça a été beaucoup plus chaotique, malgré que, et là, on en a pas parlé, mais moi, c'est un film qui résonne complètement avec Mademoiselle, qui est le dernier film en date de Park Chan-wook, sorti en France. Et cette idée de domestique, de rapport entre les domestiques, les maîtres, la maison, qui est une espèce d'espace à la fois physique et mental et moral, à l'intérieur duquel se déplacent les personnages. Je serais curieux de savoir s'ils ont parlé de leurs scénarios respectifs l'un avec l'autre. Je pense parce qu'il y a quand même énormément de similitudes, même dans la manière de le mettre en scène, même si chez Park Chan-wook c'est beaucoup plus vénéneux entre guillemets du fait des rapports disons que c'est des rapports de couple, c'est pas des rapports de famille, donc c'est le sexe a une dimension qu'il n'y a pas ou qu'il y a peu chez Bong Joon-ho, même s'il y a une scène de sexe finalement. C'est vrai qu'il pourrait partir là-dessus. Voilà, il y a une scène de sexe assez étrange d'ailleurs. Après, juste pour terminer sur Parasite, justement qui est surtout le côté malsain des bourgeois, le côté un peu pervers. Bon après, après c'est juste pour terminer sur
Ça reste, ça va, c'est pas pervers, ça va, c'est trop. C'est mignonnet, c'est mignonnet, ils sont gentils quand même. Ça devient pervers quand on sait ce qui se passe sous la table. Ouais, puis ça devient pervers quand on sait qu'en face il y a le Mais juste pour terminer après sur un peu en conclusion, parce que c'est un peu les conclusions de ces films où Parasite en fait est un petit peu un film miroir, comme tu disais, de Moser c'est la question en fait de la justice en fait, et la justice est totalement il y a la justice est absente en fait, c'est en ça que ce sont des films qui sont il y a que le châtiment qui est présent à Moreau, mais en fait la justice en tant qu'institution est totalement nulle part. Exactement. C'est une espèce de pémou mais complet. Mais qu'est-ce que t'as avec les paix en ce moment, Thibaut? Parce que j'ai mangé trop de lentilles la semaine dernière et du coup ça on saura tout. Et donc cette notion de justice en fait est extrêmement importante, comme tu disais dans le cinéma de Bong Joon-ho, et ouais, en fait c'est plus le châtiment, mais voilà, c'était par rapport au discours sur l'institution et compagnie. Et en fait, de Memories of Murder à ici, la justice en fait et ben finalement on n'en sait rien, et en fait c'est peut-être le grand questionnement finalement thématique de Bong Joon-ho, c'est qu'est-ce que la justice. Et là de ce point de vue là, alors je suis désolé, on aura sorti beaucoup de gros noms quand même, beaucoup de grands noms quand même aujourd'hui, mais du coup pour moi de ce point de vue là en tout cas il est pas si éloigné que ça d'un Lang par exemple, pour qui la question de la culpabilité du châtiment et la question de base, justement. Vous comprenez pourquoi il l'a eu sa palme, en fait, il a pioché. Il a pioché, il a dit bon alors il a quel tricheur. Sauf que c'est tout ça dans un algorithme, mais après. Sauf que la différence, c'est qu'en fait, c'est présent depuis Barking Dog, parce que Barking Dog, par exemple, cette histoire de culpabilité, Barking Dog, c'est un film dont le truc principal, c'est un homme balance le chien de son voisin du haut d'un immeuble parce que son chien l'énerve, parce que le chien de son voisin l'énerve, sauf qu'il est vu par quelqu'un. Voilà. C'est ça la base de la base narrative de Barking Dog. Donc la question de la question, et c'est pour ça que la scène finale, moi je sais pas si elle est en trop, pas en trop, j'en sais rien, mais je trouve qu'elle est pas incohérente par rapport à ce que Bong Joon-ho dit justement de cette question de la justice et pour du fait moi, que c'est un retour à la il n'y a réalité. pas de justice. Voilà, il n'y a pas de justice quoi. Et en fait il y a pas de, et c'est pour ça que pour moi parce que finalement ils s'en sortent très bien. Ils s'en sortent. Ouais, oui, bon, oui, oui et non, pas tous. Enfin, oui et non. Ils s'en sortent, mais mais ça a un prix. Parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Non, puis ils s'en sortent, mais ça a un prix, et c'est un prix on peut pas dire, mais c'est un prix qui est un prix super important pour cette famille-là, quoi, et qui est d'un point de vue émotif. Et non, mais bon, enfin voilà. En tout cas, c'est difficile d'en parler. Moi, je maintiens que effectivement, même si formellement c'est pas pareil, comme langue, moi j'adore le cinéma quand c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est un cinéma qui est un cinéma moraliste, mais c'est pas un cinéma moralisateur. Et alors moi, il y a rien que j'aime mieux au cinéma que quand on me pose des questions d'éthique, de morale universelle, mais que le réalisateur a pas la prétention de te dire à la fin qui c'est qui est méchant, qui c'est qui est gentil. Oui, c'est exactement ça. Et ça rien que pour ça, chacun sa morale et chacun sa justice. Non mais exactement. Et rien que pour ça, en dehors de ses aspects visuels, de sa capacité, de sa qualité d'interprétation, de ses enjeux thématiques, rien que pour ça, je trouve que le film mérite sa Palme d'Or. C'est que c'est un film qui est hyper contemporain, qui parle de l'argent, qui parle de la réussite, qui parle du fantasme, du matérialisme, voilà, qui parle d'architecture, d'espace. Moi, je trouve que c'est un film de numérique aussi. C'est un film qui est, voilà, donc allez voir. Allez voir Parasite, le nouveau long métrage de Bong Joon-ho, et de toute façon, vous voyez, tout son cinéma, c'est absolument formidable et merveilleux. Rapidement, les coups de cœur carrément fleurés. Bong Joon-ho savait son œuvre, et en particulier Mother, en fait, qui est peut-être son film le moins connu et qui est extrêmement ambigu, c'est merveilleux. J'adore ce film. Carla. Parce qu'on en a reparlé du coup To Be or Not To Be de Lubitsch et Miguel. Dr. Erwan. Moi ça sera la recette du bœuf Orloff. Voilà, donc rôti de porc, tranche de comté, tranche de bacon. Voilà, c'est bien viandu tout ça. C'est bien viandu et c'est bien bon. C'est bien bon avec une sauce à la crème fraîche et tout, ça fait. Alors moi ça sera un double programme de bonne humeur que je vous recommande. C'est la série de HBO Tchernobyl en 5 épisodes, donc 5 heures. C'est absolument formidable. C'est bien ça, merveilleux. C'est merveilleux. C'est pas très feel good du tout. Et pour continuer dans le pas feel good, c'est le téléfilm de la BBC en 1984, Threads, qui parle justement de l'apocalypse nucléaire en Angleterre au début des années 2000 et un peu avant la catastrophe. Pendant la catastrophe et 10 ans après, c'est tout à fait merveilleux. C'est la suite de la bombe. Mais pareil, Watkins, c'est un peu l'esprit, c'est pareil, c'est pas très feel good. Mais donc voilà, merci pour ces choix. Merci pour ces beaux choix de jouer de printemps. En cette belle journée pluvieuse. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Gal à la technique. Prochaine édition. Ciao, bonsoir. Ciao. Salut.